Et j'ai l'honneur de vous présenter un grand conférencier, Monsieur Michel Fontaine. Alors, Michel Fontaine est dominicain, actuellement professeur à la Haute École de la Santé La Source, à l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins de l'Université de Lausanne. Il est également responsable d'une formation universitaire en recherche-action en collaboration avec l'Université de Strasbourg. Monsieur Fontaine détient une formation en sciences sociales, en santé publique, en théologie. Ses domaines d'enseignement et de recherche sont en bioéthique, en sciences sociales, en santé communautaire et en épistémologie des sciences. Ce matin, M. Fontaine nous entretiendra d'un sujet fort discuté partout dans le monde, l'humanisation des soins. Et l'humanisation des soins, si vous vous rappelez, c'est une valeur fondamentale inscrite dans la charte des valeurs du CIDIEF. Alors, il va nous parler sur l'humanisation des soins comme fondement des pratiques cliniques et des compétences professionnelles. Alors, j'accueille sans tarder Michel Fontaine. Merci beaucoup à chacune et chacun, et un grand plaisir pour moi d'être avec vous, avec un peu d'émotion, je ne dois pas le cacher, avec vous pour aborder cette thématique qui m'a été demandé de traiter. Tout d'abord, j'aimerais aussi remercier le comité d'organisation qui m'a permis de réfléchir sur ce thème et qui m'a demandé de le présenter avec, bien sûr, vous vous en doutez, le croisement de trois regards, celui de l'infirmier, celui formé en sciences sociales et celui aussi qui cherche au travers de différents registres, champs, tels que la philosophie et la théologie. J'aimerais en fait entrer, et hier, professeur Morin nous y a déjà invités largement, entrer avec vous dans une forme de réflexion de fond. Donc, je vais oser présenter à chacune et chacun d'entre vous une sorte d'hypothèse de travail pour aborder cette question. On vient de le dire dans l'introduction, cette question de l'humanisation des soins est débattue. Notre monde occidental n'est plus à regarder dans sa considération de géocentrisme, c'est-à-dire comme étant le point de repère fondamental. Nous avons, par l'expression même de notre CIDIEF, la réalité de cultures très différentes qui nous aident à réfléchir sur des fondements et qui nous montrent peut-être que ce n'est pas aussi simple que cela. Donc j'aimerais, si vous voulez, avec vous avancer dans cette réflexion avec, comme je viens de le dire, une certaine audace, puisque je vais partir d'une hypothèse de travail à un moment donné qui va peut-être surprendre certains. Tout d'abord, j'aimerais m'arrêter quelques instants sur le titre ou la proposition qui m'a été faite de traiter ce thème, l'humanisation des soins, fondement des pratiques cliniques et des compétences professionnelles. Et en fait, dans l'argumentaire que le comité d'organisation m'a transmis, il y avait un autre mot qui se trouvait là, présent, et que je vais bien sûr prendre avec moi dans mon baluchon. C'est le mot « accompagnement » qui n'apparaît pas dans le titre. Donc, humanisation des soins et accompagnement comme fondement de nos pratiques et de nos compétences.
J'aimerais encore aller plus loin dans le questionnement premier de cet exposé et du titre en lui-même. La première fois que je l'ai eu sous les yeux, je me suis dit « étonnant ». Nous sommes obligés de parler de l'humanisation des soins pour appuyer et légitimer nos pratiques cliniques et nos compétences professionnelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait-il dire que, en fait, la question de l'humanisation des soins n'est pas aussi claire que cela? Cela voudrait-il dire qu'il nous faut à nouveau légitimer ce qui est au fondement même de ce qui est notre quotidien de soignant? Pour dire les choses d'une autre manière, est-ce qu'il n'y a pas en soi une tautologie, c'est-à-dire quelque chose qui inévitablement résonne l'un avec l'autre? Je ne peux pas soigner si je n'ai pas un soin porteur d'humanité. Alors comment se fait-il que nous sommes ici en train de réfléchir comme si nous découvrions quelque chose? J'aimerais, si vous voulez, entrer dans ce questionnement-là et vous montrer que c'est vrai, il y a probablement, et ce n'est pas anodin, si ce thème arrive maintenant, ce n'est pas anodin que nous soyons obligés de reprendre les fondements même de notre acte de soigner. Donc, je vous invite pendant ces quelques minutes ce matin à reprendre cela. Nous allons donc nous arrêter sur ces deux termes principaux, humanisation des soins et accompagnement des soins infirmiers. Comme je viens de le dire, s'arrêter sur ces deux expressions, cela veut dire que nous allons les questionner. Nous n'allons pas nous saisir comme ça d'une première lecture facile. En effet, nous avons à avancer et à regarder, si je vais même un peu plus loin, deux autres termes, si je continue mon interrogation, deux autres termes qui me sont venus à l'esprit. Il y a le terme de nécessaire et le terme d'universel. Parler de l'humanisation des soins et de l'accompagnement comme fondement me renvoie à deux vocabulaires, deux termes utilisés facilement dans le vocabulaire de la philosophie, qui sont le nécessaire et l'universel. Car si vraiment je m'engage dans une réflexion sur l'humanisation des soins et l'accompagnement, je ne peux pas imaginer que ce sont juste des élucubrations de quelques infirmiers occidentaux. Il faut bien qu'il y ait quelque chose de fondamental qui traverse les cultures, qui traverse les réalités sociales, qui traverse nos engagements politiques, économiques, qui vont très loin. Or, pour cela, j'ai besoin de plonger un peu plus dans le soubassement de nos réflexions. Pour cela, le monde grec et philosophique nous aide un tout petit peu, mais il n'est pas suffisant, vous allez le voir. Si je pense principalement à Socrate, Platon ou Aristote, il nous renvoie à ces considérations du nécessaire et de l'universel. Je rappelle juste rapidement de quoi il est question en 2-3 mots. Avec ces philosophes, nous avons ces deux mots qui interviennent. Nécessaire, c'est ce qui ne peut être autrement. Les philosophes ont des fois des choses très simples à nous dire, pensant que cela devient compliqué. Est nécessaire ce qui ne peut être autrement. Et le mot universel nous renvoie à quoi? Ce qui dépasse la sphère de l'opinion changeante et incertaine. Voilà deux expressions qui peuvent nous aider à avancer. Pourquoi? Parce que ces deux expressions sont les fondements d'une certaine approche de type scientifique. Et c'est là que je fais un petit début de lien entre humanisation des soins et pratique clinique et compétences professionnelles. Nous voilà donc au cœur de notre propos, qui n'apparaît plus comme une tautologie. Humanisation des soins, accompagnement, nécessité, universelle. Nous sommes loin
aussi d'une autre notion que j'aimerais un tout petit peu discuter, je ne pourrais pas rentrer bien sûr dans le détail, qui est celui de l'humanisme, souvent utilisé lorsque l'on parle des soins infirmiers. Humanisation des soins et humanisme sont deux termes différents. Nous sommes bien loin donc de cette notion qui viendrait masquer, en fait, à mon avis, le sens profond de cette affirmation que nous allons décliner ce matin. Je rappelle pour mémoire que l'humanisme peut se décliner comme un mode d'éducation qui se base sur les anciens, comme une doctrine morale, un processus de pensée, un phénomène historique, circonscrit dans le temps. Tout cela est intéressant, mais insuffisant pour parler des soins infirmiers. Non, la question de l'humanisation des soins concerne un lien essentiel entre l'humain et le soin et ne s'enferme pas dans une idéologie, quand bien même serait-ce l'humanisme. Alors le problème, quand je reprends ces deux termes, vous allez le voir et nous avançons maintenant tout doucement, le problème c'est que si l'un de ces deux éléments commence à être fragilisé, voire absent, l'édifice, lui, se fissure. Mon acte de soin devient un peu plus délicat. La relation soignant-soigné entre en crise, jusqu'à remettre peut-être précisément en question les fondements de nos pratiques cliniques et de nos compétences professionnelles. L'enjeu apparaît alors essentiel, non seulement pour notre dynamique professionnelle, comme je viens de le dire, dans sa compréhension et la construction des savoirs qui la constituent, mais aussi dans cette conscience d'être actrice au sein des politiques de santé. Nous ne sommes plus devant une tautologie, comme j'essayais de l'évoquer tout à l'heure, ni devant une idéologie, mais bien devant un enjeu qui a traversé l'histoire des soins, dans le tumulte, comme vous le savez, des tensions sociales et culturelles. Ces tensions se sont exprimées dans les plus grands courants philosophiques et religieux dont nous sommes, ne l'oublions pas, les héritiers aujourd'hui. Évidemment, pour des raisons de choix et de temps, je ne peux pas développer ce point. Je vais prioriser notre réalité actuelle. Et à ce moment-là, tout d'un coup, il me vient un certain nombre de questions. Je vais en relever 4. Sommes-nous aujourd'hui, plus qu'hier, confrontés à une déshumanisation des soins et à un déficit d'accompagnement auprès des personnes malades et de leurs proches? Et si oui, pourquoi? Nos systèmes de santé dans les pays occidentaux accusent-ils une régression dans la manière de prendre soin de l'autre, mais aussi de la collectivité? Et si oui, pourquoi? Et qu'en est-il dans les pays en voie de développement? Hier, je participais à l'un des forums africains et les questions qu'ils se posent sont aussi des questions centrales pour nous. Quand bien même nous nous sentons parfois décalés, mais ce décalage est relatif. Troisième question, les milieux de formation abordent-ils, et j'en fais partie, suffisamment ces questions fondamentales d'humanisation des soins et d'accompagnement? Et sinon, pourquoi? Dernière question, nos sociétés, au travers des politiques de santé, s'engagent-elles à prendre soin des personnes et des communautés reconnues dans leur spécificité, dans leur capacité à être des acteurs de santé? Et sinon, pourquoi? Et j'oserais juste ici donner un exemple. 1978, les soins de santé primaire, l'OMS. Qu'en est-il aujourd'hui? La santé communautaire, qu'en est-il aujourd'hui? Comment les acteurs de santé sont-ils pris au sérieux? Comment nos politiques, ici en Occident, on a tellement pensé que ce système-là, proposé par l'OMS,
était réservé aux pays en voie de développement. Il n'en est rien. Autrement dit, cette question d'humanisation des soins est celle de l'accompagnement des personnes malades et de leurs proches, s'élargissent et prennent tout d'un coup de l'épaisseur. Elles vont trouver leurs racines bien au-delà du milieu des soins infirmiers, en ciblant les valeurs fondamentales d'humanisation qui concernent le monde des soins et sur lesquelles il semble urgent de réfléchir. Nous révélons par ailleurs et d'une manière systémique une résonance identique au sein du fonctionnement de nos sociétés. L'un ne va pas sans l'autre. La question que nous abordons en termes de fondements et de valeurs convoquées ici par le monde des soignants, c'est-à-dire par nous, nous renvoie à une problématique de société. La crise que nos sociétés développent, traversent en ce moment, est la résultante d'un mouvement bien plus profond. C'est celui d'un désenchantement du monde, si je reprends d'abord l'expression de Max Weber et qui a été ensuite reprise par Marcel Gauchet dans l'un de ses ouvrages. Et cela n'est pas étonnant, car notre activité de soignant, quels que soient les lieux et les réalités dans lesquelles elle s'exerce, cristallise en fait, de par sa nature, l'ensemble de notre vie sociale, notre rapport à la vie, notre rapport à la mort, notre rapport à la souffrance et aux religieux, aussi la culture, à l'économique, à l'histoire, à la politique, à toutes ces dimensions-là. Parce qu'il y a comme une cristallisation, je suis prêt, et c'est là que je vous annonce peut-être quelque chose d'un peu surprenant. Je suis prêt à reprendre un concept qui m'apparaît intéressant pour situer l'humanisation des soins comme étant un élément cristallisateur. Ce concept, c'est celui que nous proposait il y a fort longtemps un ethnologue, Marcel Mauss, dans son essai sur le don et le contre-don. Pour que nous puissions dire que l'humanisation des soins peut être considérée comme un fait social total. Cela peut étonner peut-être certains de faire tout d'un coup un rapprochement entre une vision particulière, mais qui jusqu'à présent n'a pas encore été dépassée, qu'un ethnologue essayait de nous faire comprendre sur la base d'un certain nombre de travaux, étonnamment d'ailleurs fait dans un bureau et non pas en prise directe avec ce dont il parlait, mais il l'a tellement bien situé que nous nous y retrouvons encore aujourd'hui et qu'il n'a jamais été dépassé, de savoir que ce fait social total, qui est celui du don, et qui va ainsi donner une lecture, car c'est de ça dont je veux vous parler, de vous proposer une grille de lecture pour mieux comprendre ce qui constitue notre fondement des pratiques cliniques et de nos compétences professionnelles, et bien qu'au travers de cela, cet objet d'étude, si j'ose dire, qu'est l'humanisation des soins, va se dévoiler dans une sorte de complexité de paramètres, comme ce que Marcel Mauss essayait de nous démontrer aussi. Dire cela, ce n'est pas nous éloigner, je pense, de notre quotidien de soignant. Bien au contraire, c'est mettre en lien notre compréhension de ce que nous faisons lorsque nous soignons, en cherchant à lui donner du sens, et c'est avec cette part d'humanité en fait qui nous habite et qui nous fait être partenaires avec l'autre. Alors j'aimerais maintenant, à partir de cette problématisation rapide que je viens de faire et esquisser, reprendre un certain nombre d'éléments que je souhaite approfondir. Encore une fois, mon objectif est de nous mettre en réflexion et de travailler sur des hypothèses de travail, de compréhension, plutôt que sur des modèles déjà connus. Notre congrès, d'ailleurs, se doit de contribuer à nourrir un certain nombre de débats propres aux soins infirmiers et à la profession. Et celui de l'humanisation des soins en est un, et nous sommes loin
de l'avoir épuisé. Je vous propose en fait l'itinéraire suivant. 3 approches que je vais rapidement brosser. Tout d'abord, montrer en quoi le milieu de la santé est un lieu paradoxal. Ensuite, j'aimerais reprendre très rapidement ce concept de fait social total en lui associant 3 critères que je vais essayer par analogie de rendre pertinents pour notre question de l'humanisation des soins. Et enfin, la prétention de vouloir vous proposer 3 repères pour expliciter, non pas expliquer, mais expliciter, c'est-à-dire nous mettre sur un chemin et nous rendre perméables, si j'ose dire, à un certain nombre de réalités anthropologiques qui peuvent nous aider à être dans cette dynamique-là. Premier élément, donc, milieu de santé, un lieu paradoxal. Où va le monde de la santé aujourd'hui? C'est une question que l'on retrouve souvent dans nos journaux ou dans nos débats. C'est vrai que nous assistons depuis une quarantaine d'années à peu près à un prodigieux développement des techniques biomédicales. Et pourtant, celui-ci interroge de plus en plus le sens profond des pratiques soignantes. En effet, si l'on regarde aujourd'hui les offres thérapeutiques, mais aussi la recherche fondamentale, autant dans les domaines de la biomédecine que de la chirurgie, nous pouvons être admiratifs, et je le suis. Et pourtant, cette admiration ouvre insidieusement sur de nombreuses questions au milieu desquelles les professionnels de la santé se trouvent comme prisonniers d'un système qu'ils ne semblent plus maîtriser. Je fais partie du comité d'éthique clinique du CHUV de l'hôpital universitaire de Lausanne et tous les mois, nous sommes confrontés à ce type de problématique. N'oublions pas qu'un système n'est vraiment efficient et n'a de sens que s'il est au service de celles et ceux qui en ont besoin. Et je me rappelle avec beaucoup de plaisir de l'une des dias du professeur Morin hier qui nous parlait de cette approche des systèmes. D'où cette réflexion qui s'impose depuis plusieurs années concernant la qualité et l'humanisation des soins, raison pour laquelle nous essayons d'en parler ce matin. Je vous propose de rapidement faire le contour de quelques questions. L'une concerne plus directement le professionnel infirmier, dans la mesure où, plus qu'hier, il se trouve au cœur d'une tension, quel que soit son champ d'activité, que ce soit un champ clinique, hospitalier, qu'il travaille dans un dispensaire, qu'il soit dans l'enseignement, la recherche ou l'organisation des soins, ou la santé communautaire. D'une part, il se reconnaît, et il est aussi reconnu par les autres, avec beaucoup d'admiration, comme une personne avec ses valeurs, au même titre que celles qu'il soigne et accompagne. Et d'autre part, il se doit de prendre en compte, et c'est ça qui tout doucement fait émerger ces tensions, j'irais jusqu'à dire parfois des souffrances. Il se doit de prendre en compte les interrogations de la société par lesquelles peuvent s'exprimer des attentes et des besoins contradictoires. Juste un exemple, nous sommes en Suisse, le débat sur l'assistance au suicide illustre parfaitement cette question. L'autre va concerner la médecine que l'on peut appréhender comme véritablement un lieu paradoxal. Écoutons un commentateur à ce sujet. Elle se veut, la médecine, objective, et elle se fonde sur des plaintes subjectives. Elle se veut rationnelle, mais peut-on inscrire au rationnel, en cet endroit si peu rationnel, du désordre qui définit la maladie? Elle contrôle le temps qui finalement lui échappe et toujours l'interroge sur la forme que peut revêtir son efficacité étayée dans le temps. Elle répond à une requête infinie de bien-être, requérant des moyens croissants dans une société aux biens fortement limités. Elle se révèle comme un grand écran étalant à la fois et le tragique et en même temps cette quête de sens qui est en nous et qui a du mal parfois à jaillir. Et l'auteur finit sur cela, la médecine comme un lieu d'expérimentation du sens
au lieu de la vie et de la mort, tire la société dans son sillage. Et je me permets de reprendre cela en disant, oui, bien sûr, mais est-ce vraiment la médecine qui tire la société dans son sillage? Ou bien est-ce la société qui tire aussi? Ou alors la combinaison des deux? Et là, nous retrouvons indubitablement la tension que nous vivons lorsque nous sommes auprès du malade. Affirmer que le monde de la santé est un lieu paradoxal, c'est évidemment reconnaître aussi que le soignant, en particulier l'infirmier ou l'infirmière, dans ses nombreuses activités et pratiques, doit circuler, comme je viens de le dire, au sein de ces paradoxes. Il doit aussi les vivre plus ou moins directement avec ce qu'il est, ses valeurs, ses doutes, ses questions, ses limites, voire ses peurs. Si nous nous arrêtions ici, on pourrait imaginer que je brosse un tableau très pessimiste. Je ne le voudrais pas, car ce constat que nous pourrions faire très rapidement, si nous nous arrêtions là, nous emmènerait dans des schémas beaucoup trop réducteurs, et ce n'est pas mon intention. J'inscris ma réflexion dans une dynamique positive, et j'entre dans ce lieu paradoxal en y intégrant toutes nos questions. Ce n'est pas parce qu'elles sont complexes que nous devons nous retirer du débat. Je parle effectivement de dynamique positive et non d'un mouvement débridé, car si l'on peut à juste titre s'interroger, voire même s'inquiéter devant certaines prouesses de la recherche dans les domaines du vivant et des technologies biomédicales, et se poser la question en quoi cela humanise l'homme, il serait contre-productif, voire dangereux, de développer une logique de l'interdit. Je préfère réfléchir en termes de limites, mais je ne prolongerai pas ici ce débat que je mène d'ailleurs dans d'autres circonstances. Le deuxième point, reprendre le concept de fait social total. J'ai déjà des fleurs, c'est très gentil ça. Alors je l'entends, cette hypothèse vraiment comme une hypothèse de travail, et je la mets à critique devant vous. Je reprends donc ce thème de Marcel Mauss, ce concept de fait social, pour qualifier l'humanisation des soins et mieux la comprendre comme fondement de nos pratiques cliniques et de nos compétences professionnelles. J'ai conscience vraiment de m'engager dans une hypothèse de travail et qui aurait besoin certainement d'être affinée, critiquée et reprise. Et je la reprends en m'aidant de 3 critères que Durkheim, d'ailleurs, autre sociologue, avait lui-même travaillé. Il y a 3 critères. Le critère de la généralité, le critère de l'extériorité et le critère de l'historicité. Ces 3 critères nous apparaissent apparemment comme ça un petit peu abstraits. Certes, dans le champ et la réflexion de Marcel Mauss et des sociologues, il l'apparaît. Mais je vais essayer de les reprendre et de les ajuster à notre propos. Lorsque les sociologues parlent de généralité, par exemple, ils nous disent qu'un fait social est par définition marqué d'une certaine fréquence dans une population, à un endroit et à un moment. À court terme, les mesures qui en sont effectuées doivent être constantes sur le plan collectif. Mais de manière générale, elles varient selon les sociétés et les époques. Eh bien, je trouve ici un élément intéressant pour caractériser l'humanisation des soins. Lorsque j'évoque l'humanisation des soins, je suis dans l'ordre de la généralité, de la constance, du collectif. Mais en même temps, je devrais y intégrer des variations, bien sûr, liées aux époques, aux cultures, aux sociétés. Les processus d'humanisation d'un soin sont reconnus comme universels et nécessaires, je l'ai dit tout à l'heure, mais peut prendre une plasticité, c'est-à-dire des mouvements, des situations qui peuvent bouger selon la réalité de la situation dans laquelle ce soin va être donné. Un soin donné dans un dispensaire près de Ouagadougou, par exemple, ou un soin donné dans un hôpital universitaire comme celui-ci, qui est tout près d'une autre,
va être fondamentalement le même et pourtant il y aura une plasticité, c'est-à-dire des aspects différenciés. Mais si je ne crois pas au plus profond de moi-même qu'il y a un lieu commun qui nous rassemble, je ne suis plus dans une démarche authentique de soin. Le deuxième caractère est celui de l'extériorité. Le fait social, disent les sociologues, est extérieur aux individus. Il ne se situe pas dans la sphère individuelle, mais dans la sphère collective, la sphère sociale. C'est-à-dire qu'il n'est pas né avec l'individu et qu'il ne meurt pas avec lui. Il va transcender l'individu. Identique pour l'humanisation des soins, il n'est pas la production aléatoire d'une subjectivité, d'un sujet comme vous et moi, qui un jour l'autre fait ceci et un autre jour va faire autre chose, qui va varier selon les situations. Le processus est inscrit dans une symbolique du don qui dépasse l'individu, tout en ne pouvant s'exprimer que par la médiation, la mienne. Ce que l'un ou l'autre va faire, je vais aussi pouvoir le faire, mais avec ce que je suis, avec l'humanité qui est la mienne, différente de la manière dont vous allez l'interpréter, mais fondamentalement, l'humain nous rapproche. Troisième critère, celui de l'historique. Alors, les sociologues encore nous disent qu'un fait devienne social. Pour qu'il devienne social, il faut qu'il se généralise, qu'il entre dans une mémoire collective et un continuum identique. L'humanisation des soins, et là je me raccroche à l'une des personnes que j'ai connues et qui marque un peu toute ma philosophie personnelle des soins, je veux parler de Marie-Françoise Collière. Elle nous rappelle que l'humanisation des soins, c'est-à-dire en fait soigner, appartient, et je la cite, à cet art qui précède tous les autres, sans lequel il ne saurait être possible d'exister, qu'il est à la source de toutes les connaissances et la matrice de toutes les cultures. L'humanisation des soins se présente comme une trace indélébile, et ça c'est moi qui le transmets, qui appartient à la mémoire et au continuum des soins, eux-mêmes inscrits dans notre humanité. Nous sommes bien loin d'un humanisme, quel qu'il soit, aussi beau soit-il. Alors bien sûr, je le redis, cette analogie est rapide, et je suis bien humble devant cette audace que j'essaie de faire, d'associer un concept si connu qu'est le fait social total à une autre notion qui est celle de l'humanisation des soins, et que tout cela mériterait sans doute une analyse plus développée et plus critique. Il n'empêche, et ça je le maintiens, que ces trois critères nous aident à penser d'une manière particulière l'enracinement anthropologique de ce dont je parle. Nous sommes dans un processus, une dynamique et le fait de chercher à rendre, car en fait c'est cela, plus humain, un acte de soin, si je reviens tout simplement à ce qu'est l'humanisation des soins. C'est bien de cela dont il est question, c'est bien ce que l'on entend aujourd'hui dans ce que j'essaie de dire par humanisation des soins. Et cela va participer de ces trois ordres, celui de la généralité, celui de l'extériorité et celui de l'histoire. En fait, et je prolonge là mon raisonnement général de mon propos, cette hypothèse de travail qui institue avec audace l'humanisation des soins comme un fait social total, tout cela nous conduit à dire que l'acte de soigner renvoie à quelque chose, et je pourrais le mettre entre guillemets, du devenir de l'humanité. Il me semble en effet que dans chacune de nos interventions de soignants, quelle qu'elle soit, quelque chose, et là aussi je vais peut-être surprendre certains, quelque chose du devenir de l'humanité est en jeu. Nous engageons en fait, et essayons parfois de reprendre des souvenirs, des rencontres, des moments où nous avons été en situation particulière de soins, nous engageons ce que nous sommes comme êtres humains, au-delà de nos compétences, au-delà de nos pratiques. Non pas qu'il faille les abandonner, au contraire, puisque là, je parle du fondement. Elles viennent après, ces compétences et ces pratiques, parce que nous sommes renvoyés
à la possible expérience avec l'autre d'un questionnement existentiel. Et c'est là où nous resserrons tout doucement le sens profond de notre propos. Dans cette perspective, nous retrouvons bien la question de départ, si j'ose dire. L'humanisation des soins, autrement dit soigner, apparaît non seulement comme un fondement, mais bien comme un acte qui implique bien au-delà de l'acte de soigner. J'aurais envie, je pense qu'on va pouvoir le faire, j'ai encore un peu de temps, de nous arrêter 30 secondes à peine, car tout cela est bien beau. Mais est-ce que je ne suis pas en train, et peut-être que vous êtes en train de vous poser la même question, est-ce que je ne suis pas en train tout d'un coup d'aller trop loin? Et lorsque je dis que quelque chose du devenir de l'humanité est en jeu lorsque je prends soin de l'autre, est-ce que je ne suis pas en train de dire aussi que notre corps professionnel, les uns comme les autres, sommes en train de porter des choses qui sont trop lourdes et que notre responsabilité est là tout d'un coup immense. Cette question que je suis en train de poser devant vous n'est pas une question d'école. Elle est vraie, mais elle ne se répond pas par une réponse oui ou non. Le soignant est effectivement dans une posture unique parce que chacune de ses interventions engage le devenir de celle ou de celui qui soigne. Il est confronté en fait d'une manière quasi permanente à la question du sens de ce qu'il fait et qu'il est en train de faire. Parce qu'il est en train de faire concerne effectivement le devenir de l'humanité dans l'homme ou la femme que je soigne. Que ce soit dans un hôpital universitaire, un dispensaire, une visite à domicile, un accompagnement en fin de vie, des soins à une personne touchée dans ses capacités cognitives, une campagne de vaccination, une épidémie ou une crise de dysenterie, les questions sont toujours les mêmes. Quelle décision prendre? Qui je soigne? Pourquoi je soigne? Et comment je soigne? J'ai en effet la conviction qu'en soignant l'autre, qu'en mettant de l'humain dans mes soins, nous touchons quelque chose du devenir de l'humanité, donc de nous-mêmes. Par devenir, j'entends non seulement le futur, ce vers quoi nous allons, mais j'aimerais aussi nous rappeler que devenir, c'est venir de, c'est-à-dire de quelque part, c'est-à-dire rendre compte d'une mémoire, d'une histoire. Et lorsque je rencontre l'autre, il y a parfois de l'imprévisible. Il y a aussi quelque chose de ma fragilité qui est touchée. Je me retrouve, en fait, consciemment ou non, au carrefour, et c'est ça qui est important, et c'est ça que je vous invite à retrouver peut-être dans votre pratique. Nous sommes au carrefour d'un double itinéraire. Le sien, celui de la personne avec qui je suis, ou de la famille, ou de la collectivité, et aussi le mien. Nous sommes au carrefour de deux itinéraires. Ce n'est pas simple. Et nous sommes renvoyés, lui ou eux, comme moi, si j'en suis attentif, à des interrogations existentielles. L'humanisation des soins, donc, soigner apparaît bien dans ce sens comme un acte qui implique bien au-delà de ce que je peux faire. Mais en même temps, si je continue encore d'approfondir cette implication, vous voyez combien elle est forte. Elle est pleine de questions. Tout à l'heure, j'évoquais tout le poids qui pouvait tout à coup arriver. Ici, maintenant, d'une autre manière, j'illustre ce poids. Suis-je préparé à cela? N'ai-je pas, en fait, à me protéger de l'autre et de son histoire? Ce n'est pas mon histoire.
N'ai-je pas appris qu'il me fallait d'ailleurs prendre d'une distance professionnelle et qu'il me fallait être attentif? Et pour être un vrai professionnel, il faut savoir se distancer de l'autre. Comment je peux partager également en équipe, là où je suis, dans mon service, avec d'autres collègues, ce que je viens de vivre, autrement que de donner quelques éléments biologiques ou quelques paramètres supplémentaires pour que la transmission se fasse bien? Autrement dit, comment puis-je mettre une parole signifiante sur ma manière de rendre humain un soin, et puis faire de cette situation un moment de dépassement et de ressourcement? Mon expérience pendant quelques années au CHUV m'a montré que de tels moments étaient pourtant possibles pour faire en sorte que chacun et chacune habite ses actes, les construisent ou les reconstruisent en équipe, mais aussi avec les amis, la famille, celles et ceux qui accompagnent l'autre. C'est possible. Chaque fois qu'il est possible d'ouvrir un petit espace pour le soignant, il y a quelque chose du devenir de l'humanité qui se joue et qui donne à l'acte de soin une implication signifiante. À nouveau, nous sommes au cœur même de ce que j'appelle l'humanisation des soins. Nous sommes aussi, oserais-je dire, au cœur même d'un fait social total. Je pense et je sais qu'il est possible d'être professionnel et vrai avec l'autre en entrant dans une telle démarche. Alors j'aimerais maintenant, et nous arrivons tout doucement à la fin de ce propos, j'aimerais maintenant proposer 3 repères. C'est mon 3e point, comme facilitateur d'un processus d'humanisation des soins. Là aussi, je suis un peu ambitieux. Comment mettre des mots, mais des mots qui ne soient plus que des mots, c'est-à-dire des manières qui correspondent à une pensée et à un savoir. Car, ne l'oublions pas, et je n'ai pas perdu l'objet premier de ce propos, ce qui est fondement dans ma pratique et dans ma compétence qui se nourrit de sciences et de techniques sophistiquées doit être à tout moment argumenté, pris en compte et critiqué sur ma manière de concevoir ce que je fais. D'une manière plus directe, les mots que je vais utiliser maintenant, les concepts ou les approches anthropologiques, appartiennent au questionnement épistémologique de ma propre discipline. Qu'est-ce que j'en fais et comment je les rends performants là où je suis dans les actes que je vais donner? J'aimerais donc proposer maintenant ces 3 repères comme des facilitateurs. Je vous rappelle que des repères, ce sont des balises sur un chemin, ce n'est pas le chemin, et pourtant, sans ces repères, sans ces balises, le chemin n'est peut-être pas tout à fait un chemin. 3 repères qui vont m'apparaître présents dans la réalité des situations de beaucoup de soignants. Peut-être n'en avons-nous pas toujours conscience. 3 repères aussi qui participent, comme je viens de le dire autrement, à l'édification du savoir infirmier et qui s'inscrivent dans notre champ disciplinaire. 3 repères qui peuvent aider à donner de l'épaisseur à notre acte et à notre agir soignant, et peut-être à prévenir une perte de sens et laisser percevoir derrière le tragique ou le chaos apparent de certaines situations ce que j'appellerais une trame de vie. Juste un tout petit exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Il y a quelque temps, je me trouvais convoqué, entre guillemets, dans un service de l'hôpital de Fribourg pour travailler avec un collectif d'infirmières en oncologie sur différentes approches et différents moyens de regarder comment la souffrance aussi des soignants pouvait être prise en compte.
3 dimensions de notre anthropologie m'apparaissent comme des repères signifiants. Alors, entrons dans ces 3 dimensions. Parce que soigner est un processus qui implique bien plus que le soin, je crois l'avoir un peu dessiné rapidement, parce que prendre soin n'est pas un luxe, mais une nécessité d'humanité, la nôtre aussi, il nous faut reconnaître le caractère singulier de ce qui se vit. Et le premier trait ici, la première dimension, est d'être attentif à la dimension singulière de notre acte de soin. Cela veut dire que je dois prendre la personne ou le collectif qui est là dans sa dimension singulière, c'est-à-dire que ce qu'elle va m'apporter est unique. Et l'humanisation des soins s'inscrit dans cette unicité. Comme je vois que le temps avance, je donne également la deuxième dimension. Mais jusqu'où nous pouvons aller dans cette singularité pour qu'elle soit vraie? Et en posant cette question tout à fait légitime, nous rencontrons ce deuxième critère, ce deuxième repère, c'est la vulnérabilité, car en introduisant la question des limites, nous introduisons celle de nos fragilités à nous comme soignants. Comment je peux prendre en compte ma propre fragilité pour que je puisse aussi rencontrer celle de l'autre? Et je crois que là, nous sommes tous sur un chemin d'apprentissage. Ce n'est pas simple que d'accepter que je suis aussi un être humain, à la fois compétent, engagé dans ma pratique, mais aussi réceptif à ce qui fait que l'autre aussi appartient à mon humanité. Le troisième élément que je voudrais évoquer est celui de la promesse. Ce terme va nous paraître étonnant dans un tel contexte. Il a plutôt des racines juridiques ou religieuses. Et pourtant, au mot promesse, j'y associe le terme engagement et temps. Et j'aimerais juste, pour illustrer le sens que je donne à cela dans le contexte qui est le nôtre, l'expérience que j'ai vécue il y a un certain nombre d'années au nord du Cameroun, dans un hôpital où je travaillais et dont j'en ai fait mon travail de thèse. Il s'agissait d'un vieil homme qui était en train de mourir. Et voilà ce qu'il se dit. Le fils vient nous voir et vient voir le médecin responsable de l'hôpital et lui dit ceci: « Vous avez fait tout ce que vous avez pu, merci. Mais rendez-nous notre Père, car si vous-même, vous ne pouvez plus rien, et pour lui, il doit encore sa parole et son souffle à nous. Il sera chez lui, nous serons avec lui, et avec nous, il franchira le grand passage. » Le médecin a accepté ce départ de l'hôpital, et le fait qu'il accepte va donner, je crois, en quelques mots, sens plein à ce que j'essaie de dire depuis quelques minutes concernant l'humanisation des soins. Maintenant, ma conclusion de ce propos, qui est un peu, je le dois dire, une sorte de conviction profonde qu'il y a dans notre travail quelque chose de passionnant. Je vais me rattacher à quelques mots d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, pour bien montrer que tout ce que nous avons essayé de décliner autour de l'humanisation des soins, en fait, va jusqu'à cette limite-là. Lorsqu'il n'y a plus ce qui nous apparaît comme contact, relation, communication, cette personne nous dit la chose suivante, et je vous laisse la découvrir aussi, en même temps que moi. Peut-être ne suis-je plus doué de raison, mais insensé est celui qui pense que je ne suis plus doué de sens. C'est juste le temps qui n'existe plus. Moi, j'existe toujours dans un présent qui rythme mes jours. Peut-être sans avenir, ni passé, mais je vis, moi, à qui vous ne demandez jamais son avis. Peut-être que mon cerveau a perdu la mémoire,
Mais le partage d'un instant ne se mémorise pas, il se vit. Et je conclurai avec elle pour dire un peu tout ce que j'ai voulu dire en termes d'humanisation des soins. Ma vérité, je vous la dis, le soin dont j'ai le plus besoin, c'est que vous pensiez ma blessure d'humain. N'est-ce pas notre grand défi aux uns et aux autres? Merci de votre attention.